Marche funèbre pour commémorer le 31e anniversaire des douloureux événements de janvier en mars 1991. En tête de la marche, l'Association pour la défense des victimes de la répression de mars 1991. Le monde entier célèbre ce 22 mars la journée de l'eau, une occasion pour parler de l'impact des forages réalisés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à travers le pays. Du cinéma également dans ce 20h avec l'avant-première du long-métrage Zabou du réalisateur Abdoulaye Askofari, un film qui relate l'aventure d'une star qui a marqué son temps avant de connaître des péripéties de la vie. 22 mars 1993, 22 mars 2022, la radio chaîne 2 a 29 ans. Les temps forts de cet anniversaire de l'onde de choc émettant sur la 95.2 en fin de journal. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. L'adjoint du vice-président, du vice-secrétaire d'État du Bureau des Affaires étrangères des États-Unis a été reçu en audience ce matin par le président du Conseil national de transition. Le vice-secrétaire d'État est venu réaffirmer l'engagement des États-Unis à accompagner les autorités de la transition. Au cours de cette audience, il a exprimé la volonté des États-Unis à soutenir les réformes en vue. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Michael Gonzalez, adjoint au secrétaire d'État du Bureau des Affaires étrangères des États-Unis. Il est au micro de Tamsir Djabate. Une opportunité formidable de rencontrer avec le président de la CNT pour voir en fait les progrès que le CNT a fait. Les États-Unis sont engagés auprès du Mali et de la population malienne. Et nous sommes ravis d'être le donneur le plus large en matière de donation au niveau de l'assistance. Nous avons été longtemps préoccupés par la dégradation de la sécurité. Donc nous voudrons voir la transition réussir et assurer la sécurité ainsi que les réformes à laquelle la transition s'est engagée. Les actions seront ceux qui vont convaincre la population malienne et les partenaires du Mali sur la volonté réelle de la transition, sur les engagements qu'elle a pris. Et beaucoup de ces actions incombent au CNT. Voilà pourquoi je suis ravi aujourd'hui de cette rencontre avec le président, parce que le peuple du Mali demande une gouvernance redevable. Le succès de la transition est conditionné à ce qu'on appelle au succès des actions tangibles qui sont liées au fait de la transition à laquelle le gouvernement s'est engagé. J'ai appris un peu plus aujourd'hui sur des progrès dont je n'étais pas au fait, mais je penserais aussi que peut-être beaucoup de Maliens ne sont pas également au courant de ces progrès. Et il y a besoin d'avoir plus de progrès également. Donc je suis optimiste, mais de manière avec caution, parce que la route est encore longue. Une délégation de la Commission des Affaires étrangères des Maliens établie à l'extérieur de l'intégration africaine du CNT, conduite par son président, a rendu une visite de travail et de courtoisie dans 3 structures. Il s'agit du CICR Mali, du Centre d'information et de gestion des migrations et de l'ambassade de Mauritanie au Mali. Mohamed Kantao. Sur les 20 millions de Maliens, la diaspora compte plus de 6 millions, soit un tiers de la population nationale. La Commission des Affaires étrangères des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine du CNT se soucie bien de leurs conditions dans les pays d'accueil. C'est pourquoi elle s'est rendue dans certaines structures chargées des Maliens de l'extérieur. La première étape a concerné le CICR Mali. La Commission peut, elle, jouer un rôle de moteur, entre guillemets, au sein du Conseil national de la transition pour justement faire entrer en vigueur des lois qui reflètent les engagements pris sur le plan international. La délégation de l'organe législatif de la transition s'est ensuite rendue au Centre d'information et de gestion des migrations CIGEM à Médine. Avec cette création, il y a eu, comme on peut le dire, dans le passif et l'actif, un personnel qui était sur place. Et c'est justement la difficulté de gestion de ce personnel en termes de prise en charge de leur salaire qui est en fait le problème fondamental auquel nous sommes confrontés. La troisième et dernière étape de ce périple a concerné l'ambassade de Mauritanie où les entretiens ont porté essentiellement sur la diplomatie parlementaire et le renforcement de la fluidité du corridor douanier Bamako-Nouakchott. La communauté mauritanienne qui vit au Mali est très importante. La communauté malienne qui vit encore en Mauritanie est très importante elle aussi. Et on se voit de façon régulière pour voir l'ensemble des problèmes qui se posent pour les différentes communautés et pour voir un peu
comment on va développer cette diplomatie parlementaire qui est très importante. Donc, notre soutien au Mali n'a jamais fait défaut. Nous ne ferons jamais partie d'une entreprise qui permettra donc d'assoiffer donc le peuple malien. Au niveau de l'ambassade de Mauritanie, par rapport à certaines lenteurs qui se trouvent au niveau des ravitaillements en marchandises, nous comprenons que tout système qui vient d'être créé a besoin du temps pour pouvoir être huilé. Donc c'est toutes ces petites difficultés qui se présentent à notre relation. Nous allons œuvrer, nous en tant qu'organe législatif, pour un aboutissement heureux, pour renforcer davantage nos relations de coopération. Toutes les structures visitées ont besoin de renforcer leur collaboration avec le CNT, l'institution de la transition qui vote les lois et contrôle l'action gouvernementale. L'Association pour la défense des victimes de la répression de mars 91 a organisé ce matin une marche funèbre pour commémorer le 31e anniversaire des douloureux événements de janvier à mars 91. Parmi les marcheurs, les membres de l'AMSUNEM, des mouvements démocratiques ainsi que la ministre de la Santé et du Développement social. Nuhom Sissoko pour le compte-rendu. La marche funèbre organisée par l'ADVR, Association pour la défense des victimes de la répression pour commémorer le 31e anniversaire des événements de mars 91, est partie de l'hôpital Gabriel Touré pour finir au carré des martyrs à Nyarela. Sur place, la ministre de la Santé a procédé au dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire de tous les martyrs. Victimes et parents des victimes. Faire sortir les gens pour mettre au courant ce qui s'est passé en 91, le vendredi noir. C'est une date historique. En tant que président, de montrer aux gens que vraiment jusqu'à présent l'ADVR existe et que ça continuera toujours à exister. Notre peuple, avec sa jeunesse de façon générale et la jeunesse estudiantine de façon particulière, avec les syndicats, les organisations de défense des droits de l'homme, et les mouvements politiques organisés en association politique, c'est ce jour 22 mars que le peuple malien est descendu dans les rues pour réclamer la liberté de penser, la liberté de s'associer, de militer dans l'organisation politique et associative de son choix, la liberté confessionnelle, le pluralisme politique. Cette marche populaire a été réprimée dans le sang. Le gouvernement accorde une importance particulière à la commémoration des événements de mars 1991 qui ont permis l'avènement de la démocratie dans notre pays, selon la ministre de la Santé et du Développement social. Le gouvernement, par ma voix, vous rassure de toute sa disponibilité à vous accompagner dans la mise en œuvre des initiatives visant à perpétuer la mémoire collective, les sacrifices consentis par nos martyrs pour que le Mali d'aujourd'hui soit. Nous prions pour le repos éternel de l'âme des victimes de la répression de mars 1991. Le président de l'ADVR a sollicité le concours du gouvernement pour l'opérationnalisation de la fondation du 26 mars et l'amélioration des conditions de vie des victimes de mars 91 et de leurs ayants droit. On ne peut rien faire sans l'eau et c'est bien ce liquide précieux qui est célébré ce 22 mars à travers le monde. La rédaction s'est intéressée au sujet pour parler de l'impact des forages réalisés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des forages à travers le pays qui soulagent fortement les femmes. Constat fait par Alpha Maïga et Taïba Diaouyakoui avec le concours de nos stations régionales de Gao et Ségou. Sur les hauteurs des collines du quartier Samé en commune 3 du district de Bamako, au moment où le soleil se couche, regardez ce qui se passe. Les conditions de vie, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, les estimations se trouvent entre 15 000 et 16 000 habitants. De là, Ségou, à 230 km. Nous souffrons énormément ici. Notre prise en charge, c'est nous-mêmes. Nous sommes ravis de recevoir cette aide. Nous remercions le donateur. Nous méritons plus d'attention. Ici, Gao, cité des Askia, où selon les habitants, il fait bon vivre. Nous avons vu l'impact de la réalisation de ce fourrage.
Il s'agit d'un programme, celui du président Assimi Goïta. Il s'est investi pour réaliser plusieurs forages à travers le pays, cela pour le bonheur et la joie des populations. On est très contents pour le forage. L'eau nous aide vraiment. Ce forage nous a beaucoup aidé dans nos travaux domestiques. Ça contribue à la réduction de nos charges. Je suis vraiment contente. Ça a été réalisé pour la population. C'est dire qu'on ne peut rien faire sans eau. L'abreuvement des animaux, les retenues d'eau pluviale et les mares étant les seules sources d'approvisionnement dans un passé récent selon les bénéficiaires. Pour les sentiers, c'est vraiment la bienvenue parce que ça commence même à mobiliser certaines personnes à venir construire dans ce quartier. On fait des ménages à travers l'eau, on se lave, on lave des vêtements. L'eau c'est très important dans la vie quotidienne. Ce don du président nous est d'une aide précieuse. Autrefois, nous avions beaucoup de problèmes à abreuver nos animaux. Mais de nos jours, grâce à ces forages, ces problèmes sont résolus. Et cela a permis même aux villages environnants de venir abreuver leurs animaux chez nous. Ce geste du président nous va tout droit au cœur et nous l'exhortons à continuer sur cette lancée. Les gens viennent prendre de l'eau pour leurs besoins. Nous tenons à remercier les donateurs. Ils ont fait ce geste pour le développement de notre contrée et on voit déjà certains signes. En vrai dire, c'est de l'eau potable. La démarche du président de la transition, une grande marque de solidarité envers les populations des localités concernées. De Samé à Gao en passant par Ségou, le président Assimi Goïta soulage ainsi les populations, car l'accès à l'eau potable reste toujours un grand défi. L'accès à l'eau était difficile. Maintenant, il y a eu amélioration de nos conditions de vie et de travail. Merci à Assimi. Presque tous les quartiers de la commune 3 ont des problèmes d'eau, notamment les quartiers périphériques. Le palais présidentiel est logé dans la commune 3. Donc ça doit être une occasion pour la collectivité de la commune 3 tirer plus de profit. La gestion des forages, je crois qu'il y a un comité qui s'occupe de la gestion de ce forage. Le rôle du comité, c'est-à-dire de veiller sur la gestion. La réalisation de ces forages va aussi atténuer les problèmes de santé, notamment les maladies diarrhéiques, le choléra, la bilharziose, occasionnées par la consommation d'eau pas toujours propre. C'est dire que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. En témoigne. En milieu rural, chaque ménage utilise 20 litres d'eau par jour contre 60 en milieu urbain, soit le triple selon une source proche de la Direction nationale de l'hydraulique. Toujours dans la mouvance de la journée mondiale de l'eau, les populations de Kassela dans la région de Koulikoro viennent de bénéficier d'un forage de la part de la primature. Abdoulaye Sako et Abouakar Traoré ont suivi la cérémonie d'inauguration. Désormais, un forage d'une capacité de production de 15 000 litres par jour trône au beau milieu du dispensaire de Kassela. Un cadeau que la primature fait aux habitants de la localité à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Ce forage, avec ses 3 bornes fontaines, est un véritable soulagement pour les bénéficiaires, comme nous le confie la petite Fatoumata Konaté. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir des forages. Et la population, vous avez vu comment elle est sortie massivement, parce qu'on est comblé de joie. Tellement que la priorité de l'eau se posait ici. Et la réalisation de ces forages va diminuer à suffisance les souffrances de la population de Kassela et villages environnants. Certes, Kassela est situé à quelques kilomètres de Bamako, mais jusque-là, l'eau potable était un luxe pour sa population. Ce geste est une réponse des autorités au cri de cœur des habitants. Ce forage a été réalisé sur demande de la population de Kassela. Et cette demande a été introduite auprès du Premier ministre et le Premier ministre l'a ordonné dans la suite logique des œuvres d'urgence sociale du président de la transition. Une école avec 2000 élèves, un centre de santé sans eau, je pense que la réalisation est fort opportune. Cette cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour la population de Kassela d'exprimer son besoin en électricité.
Des informations météorologiques exactes pour prévenir la population et minimiser les effets des catastrophes. C'est cela l'objectif de la journée météorologique mondiale. Elle est célébrée le 23 mars de chaque année. L'édition 2022 est axée sur le thème alerte précoce et action rapide. Batraoré. Les phénomènes d'origine météorologique, climatique ou hydrologique sont à l'origine de nombreuses catastrophes à travers le monde selon l'Organisation météorologique mondiale. L'organisation indique que 90% des cas de catastrophes sont dus à ces phénomènes qui provoquent 70% des pertes en vies humaines et 80% des pertes économiques. Face aux impacts et risques inhérents au changement climatique, l'Organisation météorologique mondiale et ses États membres ont développé des systèmes d'alerte automatisés et normalisés. Ces systèmes sont adaptés à tous les risques et à tous les moyens de télécommunication qui fournissent des informations essentielles sur la nature, l'emplacement, l'intensité des événements ainsi que la période où ils surviennent. L'édition 2022 de la Journée météorologique mondiale est célébrée sous le thème alerte précoce et action rapide, information hydrométéorologique et climatique au service de la prévention des catastrophes. Il est essentiel que les services météorologiques, les organismes nationaux de gestion des catastrophes et les autres acteurs de notre économie s'engagent à coopérer étroitement à la réalisation d'un programme national de gestion des informations météorologiques et climatologiques. Le gouvernement de la République du Mali contribue, en lien avec ses partenaires, à la mise en place des services de prévision et d'alerte précoce multidangers, tout en renforçant les systèmes d'observation, les installations de télécommunications et de traitement des données et des prévisions. Le ministre des Transports et des Infrastructures s'est dit convaincu que l'exactitude des prévisions météorologiques peut aider à protéger les personnes et leurs biens en cas de catastrophe. Une mission de l'Agence brésilienne de coopération séjourne au Mali depuis hier. Elle est venue sur invitation de l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, pour échanger autour du projet de promotion des bioéthanol comme combustible au Mali. Boubacar Bablentouré. Le prix des hydrocarbures connaît chaque année une flambée. Cette augmentation a une incidence sur bon nombre d'activités. Comment remédier au phénomène? C'est à cela que l'ANADEB, l'Agence nationale de développement des biocarburants, s'attelle à travers la promotion du bioéthanol comme combustible. Pour l'atteinte de cet objectif, elle peut compter sur le Brésil comme partenaire. C'est ce qui justifie cette rencontre d'échange entre les responsables de l'ANADEB et ceux de l'Agence brésilienne de coopération sous la houlette de l'ambassade du Brésil au Mali. C'est justement l'objectif de notre mission ici au Mali, à savoir de connaître à travers l'ANADEB quels sont les besoins que vous avez par rapport donc à ce que le Brésil pourrait éventuellement pourvoir. Et notre objectif justement, c'est de pouvoir connaître et d'identifier, de cibler justement les besoins qu'a l'ANADEB et le Mali, afin que nous puissions à notre tour, au sein de l'Agence brésilienne de coopération, identifier les différents pôles d'excellence que nous avons au Brésil. On va travailler sur la possibilité de utiliser du biocarburant comme énergie pour les générateurs et remplacer ou additionner le biocarburant à l'essence ou bien remplacer totalement. Cette rencontre d'échange est un pas vers la concrétisation de ce projet ambitieux et important pour notre pays, puisqu'il aura un impact considérable sur les activités en milieu rural. Aujourd'hui, nos femmes souffrent avec les effets du charbon, les effets du bois de chauffe pour pouvoir faire la cuisson. On est en train de voir déjà, on a lancé un projet de cuisson propre avec un de nos partenaires à base de bioéthanol. On va aussi discuter de long en large par rapport à ça et on va aller plus loin sur le long terme pour voir comment on peut utiliser le bioéthanol comme carburant. Après la visite des locaux de l'agence, la délégation s'est rendue chez le ministre en charge de l'énergie. Cette rencontre a permis aux deux parties de prendre la mesure des enjeux et opportunités d'un tel projet pour le Mali. Le ministre des Affaires religieuses et du culte séjourne actuellement en Arabie Saoudite.
pour les préparatifs du pèlerinage 2022. Le ministre Koné, qui garde bon espoir pour une bonne participation des pèlerins maliens au Hajj 2022, a profité de l'occasion pour signer une convention avec son homologue saoudien des affaires islamiques. La mise en œuvre de cette convention d'entente permettra de renforcer davantage la coopération bilatérale à travers notamment la construction des mosquées au Mali, la formation des imams et la visite des ulémas maliens en Arabie saoudite. Les résultats de la campagne 2020-2021 sont encourageants. C'est l'appréciation faite par le chef du gouvernement à l'occasion de la 12e session du Conseil exécutif national de l'agriculture Sénat, avec plus de 9 millions de tonnes de céréales et 731 tonnes de coton-graines. Les acteurs maliens du monde rural préparent les campagnes prochaines avec des ambitions encore plus grandes. Le point avec Salima Tandao. Un prélude au Conseil supérieur de l'agriculture qui sera présidé par le président de la transition, les acteurs du monde rural présentent au Premier ministre le bilan sommaire de la campagne agricole 2020-2021. Le Conseil exécutif national de l'agriculture est également le lieu d'échanger sur les projections de production des 3 prochaines années. 2021 aura été satisfaisant. Les résultats obtenus autour de la campagne agricole 2020-2021 sont encourageants malgré les difficultés liées, entre autres, à l'insécurité, à la pandémie de la COVID-19 et à la faiblesse de la pluviométrie enregistrée par endroits. Les principaux résultats sont 9 266 073 tonnes de céréales avec un excédent céréalier de 2 79 862 tonnes, 731 000 tonnes de coton-graines, 77 194 tonnes de viande rouge, 120 000 tonnes de poissons de capture. À cela, il faut ajouter l'insémination de 15 640 vaches et la vaccination de 6 623 242 têtes d'animaux. Sur le plan budgétaire, l'État a alloué à la campagne au titre de l'année 2020-2021 93 183 15 000 francs CFA pour un taux d'exécution de 96,8%. Au cours de cette 12e session organisée par le secrétariat permanent du Comité exécutif national du Conseil supérieur de l'agriculture, plusieurs documents sont examinés. Les projections pour les prochaines campagnes sont encore plus ambitieuses. Le bilan de la campagne 2021-2022 est adopté. La programmation du plan de campagne 2023 et les projections de 2023-2024 sont aussi adoptées. L'avis du comité exécutif sur les différentes filières pain de singe, gomme arabique et chalon oignon approuvé. Il faut noter que dans les perspectives, il faut inscrire désormais la production du blé comme un objectif que notre État doit se fixer. En plus du riz, du mil, il faut produire du blé. Nous avons formulé des recommandations qui vont être soumises au Conseil supérieur de l'agriculture dans les prochains jours sous la haute présidence du chef de l'État. Et les documents, comme je le dis, qui sortiront de cette session doivent être finalisés. On a parlé de la première place que nous occupons en matière de production de coton. C'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on ait des ambitions un peu plus grandes encore. Voyez-vous la quantité d'argent que nous mettons dans les subventions pour produire plus de coton? On ne transforme que 2%. Je vous assure que si on transforme 10%, vous allez voir globalement la valeur ajoutée que ça va porter au pays. Comme illustration, le kilo de coton, on l'achète à 250 francs, mais quand on le transforme en fil, on vend le kilo de fil à 4000 francs. Et lorsque c'est transformé en habits, en t-shirt et autres habits, peut-être à 9 000, 10 000 francs. Imaginez entre 250 et 4 000 et 10 000 francs. Combien de Maliens pourraient travailler
dans le secteur. La relance des unités textiles devient une urgence nationale aujourd'hui. L'une des grandes leçons que nous devons tirer de l'embargo, c'est qu'à partir de ce moment, tout ce qu'on peut faire chez nous, il faut le faire. On a la chance d'avoir un président qui veut effectivement que ça change. Le Maripura, c'est sur les faits que les gens vont dire. Maintenant, on en a parlé beaucoup sur le plan politique. Les gens veulent le voir dans la pratique. Donc, avant la fin de la transition, le monde paysan puisse dire, pas seulement que le gouvernement nous aide dans les subventions des intrants, mais qu'on a la possibilité aujourd'hui de diversifier ce que nous pouvons produire. Que même un producteur de coton, en plus du coton, qui puisse faire d'autres activités. Que nos industries cotonnières, que les monde des affaires soient actionnaires là-dedans, pour qu'on produise du fil qu'on revend, qu'on exporte. C'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie de transformation de nos produits au niveau agricole. Après le changement, le gouvernement de transition a payé les dettes sur 4 années d'exercice. 2016, 17, 18, 19, même 20, près de plus de 80 milliards d'arriérés, plus la dette intérieure. Pourtant, c'est nos efforts. Ça veut dire que si on croit en nous-mêmes, si on s'organise, on manage bien les ressources que nous avons, nous les orientons vers les priorités nationales, rien n'est impossible. Le chef du gouvernement a tenu à remercier tous les acteurs agricoles, particulièrement les producteurs et les partenaires techniques et financiers pour les résultats obtenus. Les personnels de la Cour constitutionnelle à l'école du système de gestion informatique. Cette formation est soutenue par la MINUSMA. Elle permet à l'institution judiciaire de faire face aux enjeux des élections à venir. Notre reporter Boubacar Sissoko était au lancement de la dite formation. Pour faire face aux enjeux des élections, le renforcement de capacité du personnel de la Cour constitutionnelle en informatique est une nécessité. C'est dans cette optique que la MINUSMA offre cette formation basée sur le système de gestion dénommé SIGRE. L'importance du SIGRE pour la gestion du contentieux des prochaines élections n'est plus à démontrer lorsqu'on se réfère à la crise électorale qui s'est ajoutée au contexte socio-politique et sécuritaire prévalant au Mali depuis 2012. Cette session de formation en informatique doit permettre au personnel de la Cour constitutionnelle de bien conduire le travail de dépouillement de dossiers des élections. Cette formation contribuera au renforcement des capacités en informatique des membres et du personnel de l'administration de la Cour, ce en vue de faire face en toute transparence au processus de traitement des résultats des prochaines élections. Elle est en ligne droite du chemin que nous avons nous-mêmes tracé pour relever les défis des élections. Ces joutes électorales organisées de façon transparente, inclusive et crédible permettront sans nul doute d'obtenir des résultats acceptables et acceptés par l'ensemble de la classe politique. L'appropriation du logiciel Microsoft 2016 par les agents de la Cour constitutionnelle vise à réduire les contentieux électoraux, a affirmé le responsable de la MINUSMA. Pour y parvenir, l'institution dispose à cet effet d'une salle informatique bien équipée. Redonner à la capitale Bamako son lustre d'antan, telle est l'ambition du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali. Le réseau vient de signer une convention de collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Fatou Diaby. Voici ce à quoi ressemblera bientôt l'avenir du Mali. L'entame de réalisation est cette signature de convention entre le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali. Ce réaménagement permettra de reprofiler l'image de l'artère. Un grand jour où, pour la première fois, nous posons un acte citoyen de grande utilité pour la collectivité. Nous voulons embellir une avenue. Cette avenue a besoin plus que de planter des arbres. Elle a besoin d'être aménagée, elle a besoin d'être entretenue. Pour les responsables de la commune, cette initiative vient à point nommé. Depuis le lancement de ce projet,
nous avons dit que c'est un projet vraiment qui va venir en appoint pour embellir notre commune. Ce que nous sommes en train de faire avec les femmes de Refampé, que vraiment toute leur participation à l'édifice national. Elles ne sont pas restées en dehors de l'activité publique. Au contraire, quand cette avenue va voir le jour et que d'autres avenues tombent encore, elles seront citées aujourd'hui, demain et même après-demain. Dans 4 à 6 mois, l'avenue du Mali passera à ça. L'Institut de formation judiciaire Maître Demba Diallo a tenu le jeudi dernier la 10e session ordinaire de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs se sont penchés sur les rapports d'activité et les bilans financiers en plus du budget 2022. Isaac Tunou. Épicentre de la formation de la famille judiciaire, l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo est aujourd'hui sur une bonne dynamique au regard des résultats obtenus courant 2021. Parmi les résultats, on peut noter la formation des magistrats, des greffiers, des avocats et des noteurs. Nous avons pu atteindre l'essentiel de nos objectifs. L'an passé, on voulait former 100% des magistrats, mais nous sommes allés au-delà. Sur 2 magistrats sur 3 ont reçu 2 formations au moins, et chaque magistrat a reçu au moins une formation. Et la situation difficile que nous connaissons, mais nous nous projetons cette année de faire mieux que l'année passée. La bonne formation des membres de la famille judiciaire est l'une des solutions aux maux qui minent le secteur. C'est pourquoi les autorités accordent une grande importance à ce institut qui regroupe les 5 grandes écoles qui forment nos hommes de droit. C'est vous dire qu'il s'agit d'un moment important de la vie de l'institution, tant par les réponses à apporter à certaines préoccupations liées au fonctionnement que par les décisions et les orientations nécessaires pour améliorer sa performance. C'est aussi une occasion de livrer un certain nombre de messages pour tenir compte des priorités de l'heure et des choix politiques inspirés par les orientations données par les plus hautes autorités du pays. Les administrateurs ont ensuite visité certaines réalisations et projets en cours qui permettront de réunir les conditions de travail et de formation à l'Institut de formation judiciaire Maître Demba Diallo. 8e journée du comité scientifique de l'Institut Polytechnique Rural et de formation et de recherche appliquée IPER-IFRA de Katibougou. Cette journée met en compétition toutes les structures de recherche du Mali. Djemba Moussa Konaté. Au cours de ce 8e comité scientifique de l'IPER-IFRA de Katibougou, 26 communications scientifiques, dont 12 pour les doctorants, seront examinées par 3 jurys. Pour cette édition, un accent particulier est mis sur 3 documents scientifiques. Il s'agit des protocoles de recherche, des communications scientifiques et des doctorants. C'est en fait des nouveaux projets, des idées de projets que les chercheurs présentent généralement dans un domaine sur une thématique bien donnée. Vous voyez, donc là, ils font ça en équipe. Vous allez trouver qu'il y a 5, 7, 10 personnes, chacun dans son domaine. Ils réfléchissent ensemble et ils conçoivent ce qu'on appelle un projet de recherche. Le comité scientifique est un cadre d'échange qui permet aux chercheurs et aux doctorants de faire l'état de leurs recherches. Les observations des évaluateurs externes devront améliorer la visibilité de l'IPER-IFRA dans la recherche scientifique. J'ai présenté une proposition de recherche dont le thème portait sur l'amélioration génétique du karité. En tant que doctorant, j'ai mon rapport final aussi que je dois présenter sur toujours le karité. En termes de mandat et de champ de compétences, le comité scientifique évalue et valide l'acceptabilité sur le plan scientifique d'un projet ou d'un rapport de recherche relevant de sa compétence. Grâce aux efforts du gouvernement et des partenaires, l'Institut compte aujourd'hui 12 équipes bien aguerries dans le domaine de la recherche scientifique. C'est là pour garantir la sécurité alimentaire et relever les défis du changement climatique au Mali. Nous restons à l'intérieur du pays. Plus de 400 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe mobilisée par l'Union européenne à travers les bureaux des Nations Unies pour les services d'appui au projet pour l'insertion socio-économique des personnes déplacées de la région de Mopti. Daouda Jakité et Suleiman Tebsouké. Le projet redonner espoir aux personnes déplacées internes des zones frontalières du Burkina Faso
du Niger et du Mali vise à soutenir les personnes vulnérables affectées par la crise sécuritaire avec un accent particulier sur les filles et les femmes. Il est exécuté par l'AMAPEF, Association malienne pour la promotion des entreprises féminines. Nous voulons que ces personnes déplacées vivent dignement et puissent se prendre en charge et retourner au niveau de leur localité et pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Toutes choses qui nécessitent l'accompagnement des partenaires et pouvoirs publics. Au Mali, selon les chiffres fournis par la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire, plus de 381 529 personnes déplacées internes sont regroupées au sein de 66 377 ménages, dont 55% sont des femmes, 45% des hommes, 64% des enfants de moins de 17 ans et 2% des personnes âgées de plus de 60 ans. Pour notre part, je puis vous rassurer de l'appui et de la disponibilité de tous les services techniques de l'État pour vous accompagner. Le projet Redonner espoir aux personnes déplacées qui couvre les localités de Koro, Bankas et la commune urbaine de Mopti au Mali est financé par l'Union européenne à travers le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet à plus de 407 millions de francs CFA pour une durée de 30 mois. Plus de 283 millions de francs CFA, c'est le montant injecté par la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola dans des projets sociaux. Ces initiatives de la CEMOS SA s'inscrivent dans le cadre du développement socio-économique et culturel des communautés du pays. Benoko Fofana. Afin d'améliorer les conditions de vie des populations de Sadiola, la CEMOS SA vient de mettre officiellement à la disposition des bénéficiaires des projets sociaux réalisés au titre de l'année 2021. Ces projets sociaux sont entre autres un centre de santé dans le village de Djakounté, 3 salles de classe, une direction et des toilettes dans les villages de Tabakoto et Sokokoto, un pont radié pour faciliter l'accès au cimetière de Sadiola et la finition des travaux de la grande mosquée de Sadiola avec une adduction d'eau et l'électrification solaire. En effet, pour un montant de 283 555 879 francs CFA, les projets sociaux réalisés par la CEMOS SA au titre de l'année 2021 témoignent de la volonté du groupe Allied Gold Corp d'investir en faveur du développement social et économique des communautés hautes des l'île. Au nom du conseil communal, population de Sadiola et à mon nom propre, j'adresse mes sincères remerciements à l'endroit de notre partenaire privilégié que je cite, la CEMOS SA, pour son accompagnement de notre commune. Cette initiative de la CEMOS SA cadre avec la vision des plus hautes autorités du pays qui est de faire briller l'or pour tous les Maliens. Il est important de rappeler aussi que nous devons tous contribuer, nous devons tous nous donner la main afin qu'il y ait de la stabilité autour de ces exploitations, afin que les productions puissent continuer et que nous puissions tous bénéficier des retombées de l'exploitation minière au niveau de notre région. Rappelons que certains de ces projets sociaux réalisés sont proposés par le conseil communal à travers le PDSEC. Direction Taoudeni, où le Haut Conseil Berabiche renouvelle son engagement à soutenir les autorités de la transition. Chirfi Moulay. C'est un soutien sans faille que le Haut Conseil de Berabiche affiche désormais avec les autorités de la transition. Un engagement souligné de vive voix lors de la rencontre avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À son retour, le président du Haut Conseil de Berabiche a sonné la mobilisation à Taoudeni. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre du soutien à la transition. Donc notre engagement à soutenir les autorités de la transition. Donc après avoir rencontré le président de la République, nous avons aussi tenu à venir vous transmettre son message qui consiste à l'union sacrée autour du Mali, à la stabilité, à la sécurité. Nous demandons à tous les membres du Haut Conseil Berabiche de rester engagés, solidaires, unis en cette période où le pays a besoin de tous ses fils. Donc c'est ça le message du président de la République et que nous avons tenu à vous transmettre et nous vous demandons
de rester toujours mobilisés et de rester engagés dans ce sens. Une occasion pour le Haut Conseil des Barabiches d'inviter les populations à poursuivre les efforts en cours pour la stabilité et la paix au Mali en général et dans la région de Toudeni en particulier. Nous remercions le président de la transition d'avoir accepté de rencontrer notre président du Haut Conseil des Barabiches. Suite à cette rencontre, le président du Haut Conseil des Barabiches vient de nous faire part du compte rendu au cours duquel il nous a été transmis des messages d'union et de paix du président de la transition. Message que nous avons bien compris et nous nous y engageons. Le Haut Conseil des Barabiches a également promis de s'impliquer pour atteindre tous les objectifs fixés par les plus hautes autorités. La coordination Kel Ansar et alliée de la région de Tombouctou a lancé officiellement le dimanche dernier, le pacte social pour la paix et le développement. L'événement était parrainé par l'imam Mahmoud Diko. Idrissa Kone. Le pacte social pour la paix et le développement est le fruit d'une initiative locale lancée par la coordination Kel Ansar et alliée de la région de Tombouctou. Cet outil est la résultante des rencontres de Goundam tenues du 12 au 14 février 2021. Les responsables de la coordination appellent les Maliens à accompagner ce document qui se veut un instrument de paix. Nous vous invitons tous, vous qui portez les valeurs humanistes et fraternelles, à vous l'approprier pour co-construire des réponses adaptées aux problématiques de l'ère avec le dialogue et la qualité de la fraternité et de paix comme seul moyen durable de règlement de tous nos problèmes. Contribuer au renforcement de la cohabitation pacifique au Mali en général et au sein des communautés Kel Ansar et alliés en particulier est l'un des objectifs sur lesquels repose le pacte social pour la paix et le développement. Ils sont nombreux à saluer l'initiative. Ce pacte social ambitionne de consolider le vivre ensemble, la cohabitation pacifique des populations dans la foi, la fraternité, la solidarité et le bon voisinage. Et à ce titre, mérite le soutien de tous les Maliens et de tous les amis du Mali. Au-delà de toutes les considérations que nous pouvons avoir, l'essentiel aujourd'hui, c'est que le peuple malien doit se mettre ensemble. Donc, toute initiative qui œuvre dans ce sens est une initiative à saluer, à encourager. Issus de la tribu arabo-berbère, lesquels Ansar sont des communautés qu'on retrouve entre Bamba dans la région de Gao et la Mauritanie, en passant par Tombouctou. Nous recevons Amara Malé Diallo dans ce studio pour la lecture d'un communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir. Bonsoir Amara Malé Diallo. Bonsoir à Fousseni Touka, bonsoir également à vous qui nous suivez. Communiqué numéro 022 de l'état-major général des armées. Les forces armées maliennes, les FAMA, continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes en débandade tentant de se réorganiser par endroits avec des capacités de nuisance visant les vulnérabilités des FAMA pendant les déplacements et les cibles molles. Leurs actions se reposent principalement sur la pose des engins explosifs improvisés, le sabotage des réseaux GSM, des tirs indirects, des civils comme boucliers humains et des actions de perfidie. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les FAMA maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leur sanctuaire dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Depuis le dernier communiqué, en date du 15 mars 2022, en plus des activités de routine de sécurisation et des foires d'escorte, de relève, de patrouille de sécurisation des personnes et des biens, de même que la lutte contre la contrebande, l'intensification sur la recherche du renseignement et le contrôle de zones particulièrement au centre et au sud se sont poursuivis avec les actions majeures résumées ci-dessous. Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des unités FAMA de Tessit et de la relève descendante de Boni consécutive à la réaction aéroterrestre contre des terroristes dans la journée du 21 mars 2022 dont le bilan cumulé provisoire a évolué comme suit. Côté ami, 4 morts et 17 blessés dont 7 graves, le bilan à ce jour est porté à 16 morts, 18 blessés et des dégâts matériels. Côté terroriste, le 13 neutralisés et 2 interpellés, le bilan a évolué à 37 neutralisés, 2 interpellés et des armes et munitions récupérées. Les actions aériennes de renseignement continuent dans les secteurs de Serma et Tessit pour d'éventuelles frappes. Par ailleurs, les actions majeures de la semaine se résument à des reconnaissances offensives dans les sanctuaires terroristes, principalement dans la région de San,
Koutiala, Bandiagara, Ségou, Tombouctou et Mopti avec le bilan cumulé suivant. 6 suspects terroristes neutralisés et 32 chasseurs d'Onso interpellés avec la récupération d'un fusil mitrailleur FM, 4 PM et 4 carabines chinoises. Les chasseurs détenteurs de fusils de chasse ont été libérés et invités à rejoindre le processus de recrutement spécial. 3 terroristes neutralisés, 5 AK-47 récupérés, 20 motos détruites, 3 radios récupérées dans le secteur de Mondoro. 11 suspects terroristes transférés à la brigade d'investigation de lutte contre le terrorisme, dont les présumés combattants Bouakar Nou Diallo, Paté Diallo, Osei Bari, Omar Koli Bari, Ismaël Bari, Abdoulaye Faki Traoré, Omar Traoré, Abdou Samba Bari et le présumé spécialiste et poseur d'engins explosifs Mahamoudou, de même que le présumé logisticien Sidi Diko. Par ailleurs, les reconnaissances offensives sur les sites de dépôt des zakat collectés de force aux populations ont permis de récupérer 5 tonnes de vivres dans les diverses localités des régions de Mopti et de Ségou. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche, de renseignement, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leurs interpellations dans les zones urbaines se poursuivront indéniablement et les formats s'adapteront au mode d'action des terroristes. L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l'emploi de civils comme des boucliers humains. Voilà, Foussine Tounkara, c'était donc le contenu de ce communiqué de l'état-major général des armées. Merci beaucoup, Amara Marie Diallo. Merci. Projection hier à l'ex-Babemba de l'avant-première du long-métrage Zabou, l'étoile du sable du réalisateur Abdoulaye Askofari, un film qui relate l'aventure ambiguë d'une star qui a marqué son temps avant de connaître les péripéties de la vie. Le réalisateur nous emmène sur les traces de Zabou, décédé il y a de cela quelques mois. Boubacar Kanouté. L'étoile du Sahel, chronique d'une vie marquée essentiellement par la passion de l'aventure et l'amour de la liberté. Ce documentaire se propose d'abord de raconter l'histoire de l'une des premières vedettes africaines de danse en salle et du vêtement. Il s'agit de Zainabou Orera Maïga, ancienne célébrissime du cabaret de Paris. Le scénario s'interroge aussi sur le parcours de la jeune femme, sa brillante et vertigineuse ascension, puis sa chute brutale. Tous ceux qui ont parlé d'elle, après avoir vu le film, tout le monde a reconnu qu'elle avait des qualités exceptionnelles d'une personne pour qui le sens moral compte avant tout. Sa vie rocambolesque a impressionné les cinéphiles. Zainabou demeure une icône dans la mémoire collective des Maliens. Zabou, l'étoile des sables, c'est tout un poème. Une très belle œuvre qui, tant du point de vue esthétique que du point de vue du rappel du parcours emblématique de cette dame, nous laisse véritablement avec une grande émotion. Le Premier ministre a salué l'originalité du documentaire, la finesse d'esprit du réalisateur, ainsi que la pertinence de ses recherches qui visent à réhabiliter Zainaba, dont la vie a basculé. Saluer le courage et la persévérance de Askofari. Faire près de 16 ans pour retracer la vie d'une dame, on peut se demander mais à quelle fin? Mais ça veut dire que il y a des valeurs que cette dame incarne. Ce que je retiens, c'est ce que je dis à tout le monde. Chaque personne, chaque homme, chaque femme suit son destin. Personne ne peut changer le destin de quelqu'un. Et cette dame l'a montré. Qui pouvait imaginer qu'on pouvait partir d'un village, être au sommet de la gloire et se retrouver, finir sa vie dans les circonstances? C'est le destin. Les Maliens doivent s'intéresser aujourd'hui à notre histoire commune, riche et variée, pour amorcer la refondation et la souveraineté prônée par les autorités de la transition, martèle le chef du gouvernement, avant de saluer les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays et qui ont tous contribué à son émergence. Je dis que moi je considère dans une certaine mesure que je suis l'héritier de tout ce qui ont dirigé le Mali. Mais c'est grâce à la politique scolaire initiée de Modibo Keïta. L'armée malienne, j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres, on peut dire de ce qu'on veut de la période du président Moussa Traoré. Mais il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest qui osait, comment dire, intimider le Mali, a fortiori
faire ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Après, lui est venu Amadou Touré. Après, Alpha Omar Konaré. Ibrahim Bokar Keïta. Donc, quand vous regardez chacun de ces hommes, il y a de quoi retenir de positif. Le peuple malien aujourd'hui veut la sécurité, veut un gouvernement qui le sécurise. Un gouvernement qui lui restitue ce qu'ils appellent son honneur et sa dignité. Le plus important, c'est d'aider à restaurer la dignité de la nation. Très tôt, le président a compris que pour affirmer notre souveraineté, il faut être dans l'anticipation sur tous les plans. Pour rappel, Abdoulaye Askoufari est l'auteur de plusieurs œuvres littéraires et de films courts et longs métrages, parmi lesquels Pharaon, qui a remporté plus de 23 distinctions internationales. 22 mars 1993 à 22 mars 2022, cela fait exactement 29 ans que la jeune sœur de la radio nationale à la chaîne 2 est née. De sa création à nos jours, la chaîne 2 demeure l'une des radios les plus convoitées et écoutées de la capitale. Ousmane Diakité nous fait vivre les temps forts de cet anniversaire de la chaîne 2. La chaîne 2, l'onde de choc. Près de 3 décennies dans la vie d'une radio, c'est l'âge de la maturité. La chaîne D, l'onde de choc, 95.D émettant de Bamako à 29 ans et cela s'est fait. 29 ans, c'est vraiment la maturité confirmée d'une jeune dame. Arrivée sur la scène médiatique, la chaîne 2 est aujourd'hui la radio la plus écoutée, la plus suivie, grâce à des émissions comme Bamako Matin, Kunafoni, 20 sur 20 de Tanti Oumou Diarra. La chaîne D est un outil précieux pour ses auditeurs et son personnel, un laboratoire, bref, un incubateur de talent. Elle a comme créneau informer, éduquer, divertir, mais aussi former. Fidèles auditeurs de la chaîne 2, c'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous en cette journée anniversaire de la chaîne 2. 29 ans que nous célébrons ensemble cette radio qui a grandi, qui a produit beaucoup d'animateurs, beaucoup de journalistes, mais également qui a accompagné beaucoup de générations. Aujourd'hui, nous célébrons de la façon la plus sobre possible cet anniversaire au vu de la situation que vous connaissez tous, mais c'est le lieu de rappeler que la radio, la chaîne 2, a grandi également. Occasion pour moi de saluer tous ceux qui se sont investis pour que cette radio atteigne le seuil aujourd'hui que nous connaissons. Créée en 1993 pour rapprocher davantage leur thème aux auditeurs de la capitale, la chaîne D a su combler un vide aux côtés de la radio nationale. Aujourd'hui, son auditoire s'accroît de jour en jour et la radio de proximité joue un grand rôle dans la sensibilisation et le divertissement de la jeunesse bamakoise, et cela à travers un programme alléchant. Je suis très satisfait de la chaîne 2, vu que 29 ans, ce n'est pas 29 jours. Donc, si vous avez vu que je suis là jusqu'à 29 ans, bien avant la création de la chaîne 2 jusqu'à nos jours, cela veut dire que je suis satisfait de ce que fait la chaîne 2. Ici à Bozola, maison ORTM, la chaîne 2 est une école d'où sont passés presque tous les grands du micro. Avec la chaîne 2, je peux dire que c'est le meilleur moment de ma vie de radio que j'ai passé à l'ORTM, c'était à la chaîne 2. À la chaîne 2, quand on animait l'émission Les Grands Rendez-vous de la 2 les jeudis soirs, parce que dans les studios, on s'éclatait dans les studios et puis on était en communion directe avec les auditeurs. Aujourd'hui, nous avons une radio filmée avec des équipements dernière génération et c'est le fruit et la volonté des autorités qui veulent que cette radio soit toujours au rang souhaité. Donc c'est le lieu pour moi de saluer les autorités, de saluer le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui n'a pas pu faire le déplacement cet après-midi, mais qui a tenu à ce qu'on fasse passer son message, c'est-à-dire que les travailleurs de la radio en général, de la chaîne 2 en particulier, puissent maintenir ce cap. Nous sommes dans une période de transition. La transition nécessite des efforts, des sacrifices. Et le ministre m'a chargé de vous dire de maintenir le sacrifice au nom du Mali. L'occasion a été mise à profit pour remettre des cadeaux aux gagnants des jeux de certaines émissions de la chaîne 2. La démonstration des gestes du secourisme et l'animation musicale des chasseurs sont au menu. De l'actualité, 24 heures sur 24.
La cérémonie de remise des trophées aux 12 rois et reines des 12 mois de l'année 2021 et celle en cours a eu lieu au Centre international des conférences de Bamako. C'était au cours d'un dîner gala qui rentre dans le cadre de la 2e édition du prix du leadership africain pour la combativité, la résilience et l'intégration. Ibrahim Kaoukonate. Ce dîner gala de remise des trophées a permis aux organisateurs de récompenser les 12 rois et reines des 12 mois de l'année 2021 et celles en cours. Il s'agit d'hommes et de femmes qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs malgré la crise multidimensionnelle qui traverse notre pays. On est parti sur une liste de 50 d'abord et c'est de la liste de ces 50-là qu'on a enlevé les 12 pour les récompenser ce soir. 3 catégories de groupes d'individus ont été récompensés au cours de cette soirée. Les légitimités traditionnelles et coutumières d'Afrique à travers les familles fondatrices de Bamako et l'organisation des griots appelés Djelitomba ont reçu des trophées d'honneur. Pour magnifier l'excellence, les opérateurs économiques, les entrepreneurs et les acteurs évoluant dans le domaine de l'humanitaire et de la santé, dénommés les 12 rois et reines, ont été encouragés. Ça m'a un peu surpris parce que je ne savais pas que j'étais remarqué par les gens. Mais donc, à partir d'aujourd'hui, je suis persuadé que l'homme doit toujours bien faire. Il s'agit de reconnaître l'effort abattu par ces femmes et ces hommes jour et nuit, d'une part pour créer de la richesse en donnant de l'emploi aux jeunes et d'autre part pour le développement de notre nation et de l'Afrique entière. Pour rehausser l'éclat de la soirée, des artistes sont venus très nombreux pour soutenir l'initiative. Point Covid du jour pour terminer cette édition. Les services de santé ont enregistré 4 nouveaux cas positifs sur 776 tests réalisés, 6 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 46 patients sont sous traitement. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.